Bonjour Madame Aubry, soyez la bienvenue, installez-vous. Vous étiez tête de liste pour votre parti au cours de cette élection européenne. Alors, je vous accueille avec une citation d'un de vos camarades de gauche. Elle vient d'intervenir, c'est François Ruffin, qui dit chez nos confrères d'RTL « Si je suis réélu, ma place ne sera pas dans le groupe La France Insoumise ». Je le regrette. Vous savez, moi j'ai toujours été unitaire pour 5, pour 10, pour 15, pour 20, pour la France Insoumise et pour le camp du nouveau Front Populaire aussi. Moi je pense que l'unité qu'on a créée par ailleurs au-delà de la France Insoumise, du nouveau Front Populaire, excusez-moi du terme, mais je pense que ça devrait pas être un coup d'un soir. Je pense que ça crée un chemin d'espoir pour l'ensemble de la gauche dans notre pays, pour l'ensemble d'un camp politique qui est sans doute aujourd'hui un peu la boule au ventre dans l'attente des résultats de ce dimanche. Et l'enjeu, c'est comment on bat le Rassemblement national et comment le projet qu'on a construit collectivement, on se donne les moyens de l'appliquer ou alors de résister si jamais on perd. Et c'est ça qu'il faudra construire. Ça semble être une étape supplémentaire de ce qu'on a vu, par exemple, dans la rentrée parlementaire. Alors, il y a eu une trentaine d'élus de gauche qui ont été... 32, oui. Ouais, dès le premier tour, qui ont été élus. Donc, le lendemain, ils sont retournés au boulot, ils sont retournés à l'Assemblée nationale. Bon, il n'y a pas eu de photo commune. Il y a eu... LFI, quelques écologistes, et puis il y a eu des socialistes, d'autres écologistes. Enfin bon, il y a déjà des grandes difficultés à l'intérieur de votre nouveau Front Populaire ? Vous savez, au moment où on a créé la NUPES, on nous avait dit aussi ça va fracturer, etc. À la fin, l'essentiel reste en termes de projet politique. Quand il s'agira de voter pour augmenter le SMIC, pour bloquer les prix des produits de première nécessité, pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, la gauche parlera d'une voix unique parce qu'on a un contrat en commun, mais pas parce que c'est juste un contrat, parce que c'est un projet auquel on croit, parce que partager les richesses c'est nécessaire dans notre pays quand on a près de 10 millions de pauvres, parce qu'il va falloir faire la planification écologique. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Peut-être je serai la dernière avec mon drapeau du nouveau Front Populaire, mais j'y crois sincèrement parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Arithmétiquement, vous ne pouvez pas avoir la majorité absolue à l'Assemblée. On peut avoir une majorité relative. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être obligé de discuter de toute façon avec des macronistes, alors peut-être que des macronistes de gauche, mais qui n'auront pas le même programme que vous. Est-ce qu'il ne faudra pas accepter de remettre le programme sur le métier pour trouver des solutions ? Moi, j'ai fait campagne, par exemple, pour abroger la réforme des retraites. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va gouverner avec des gens qui ont fait la réforme des retraites, qui poussent des millions de Françaises et de Français à travailler 2 ans supplémentaires ? Ils ont fait un premier pas avec l'assurance chômage. Oui, mais vous voyez bien que c'est pas suffisant, un premier pas avec l'assurance chômage. On fait campagne sur un projet. On peut pas, dès le lendemain du 7 juillet, dire en fait, ce pourquoi vous avez voté, on le met à la poubelle. Donc s'il y a la possibilité de faire avancer les choses de manière concrète sur la base de notre programme, évidemment qu'on prendra. Évidemment qu'on prendra. Et peut-être ce sera projet par projet. Mais aujourd'hui, penser sérieusement qu'on va former un gouvernement avec celles et ceux qui sont à l'origine du chaos social dans lequel on est, je crois que c'est pas crédible. En fait, ce que vous dit Soisic, pour prolonger son raisonnement, c'est que sans majorité absolue, vous ne pouvez pas appliquer votre programme à la lettre. Tel que le dit Manuel Bompard encore hier. Ce sera notre programme ou ça ne sera rien. Donc est-ce que ça veut dire, en gros, que vous dites, on ne gouvernera pas, on le sait, mais on bloquera ? Et pour compléter l'élection, Jean-Baptiste, ça complète. Allez-y, je vous en prie. 2 des principaux responsables de votre camp, la secrétaire générale des Verts et François Ruffin, pensent qu'il faut trouver des nouvelles manières de gouverner, des nouveaux accords. Donc qu'est-ce que vous leur dites à eux sur cette question précise ? Si je peux me permettre, je ne suis pas la porte-parole de Marine Tondelier, mais elle a précisé dans un tweet à la suite de son interview de Libération, et elle dit ce que je dis aussi, c'est que là, on est juste... on dédie toute notre énergie à se battre pour dimanche. Et on fera le bilan dimanche. Et moi, je n'ai pas abandonné l'idée qu'on soit en tête dimanche. Et si on est en tête dimanche, alors ça se composera autour de nous. Et c'est ça l'objectif. Parce que aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi ? Il est double. C'est faire en sorte que le Rassemblement national n'ait pas une majorité absolue dans notre pays, ce qui serait une déflagration politique qui aurait un impact concret pour des millions de Françaises et Français, pour les 3,2 millions de binationaux qui ne pourraient plus atteindre des positions à responsabilité, pour les personnes dont la couleur de peau, l'origine, la religion ne satisfait pas à ce parti dont on voit très bien que chaque jour, c'est un peu un festival, mais sans les confettis. Chaque jour, vous avez une nouvelle révélation de leur discours raciste et antisémite, de la candidate qui a une casquette avec un enseigne nazi, à une prise d'otages armés, pas plus tard que ce matin, un candidat qui a dit que le détail de l'histoire, ce n'est pas antisémite.
Pardon, mais c'est un danger pour la nation. Ils vous répondent, nous on a fait le ménage chez nous, on les a virés. Non mais attendez, je ne suis pas le porte-parole moi non plus de qui que ce soit, mais ils vous disent à vous, vous avez toujours des fichiers S, vous soutenez des gens compte tenu des propos. Non, c'est pas, Madame Aubry, vous comprenez ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis. On vous répond ça. Mais... Oui, je comprends que vous repreniez les paroles du Rassemblement national, mais pardon de contester. Nous n'avons aucune personne qui est poursuivie, ni qui a été condamnée pour racisme ou antisémitisme dans nos listes et dans nos candidatures. Non, mais qui tiennent des propos qui ont été qualifiés comme tels et qui peuvent être compris comme tels. Les anathèmes politiques, ce n'est pas la justice. Quand vous avez un candidat, par exemple M. Boccaletti, dans le Var, candidat du Rassemblement national, qui a tenu une librairie négationniste, qui a été condamné pour port d'armes et violence, vous pensez que les violences sont du côté de la France insoumise et du nouveau Front populaire ? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Oui. Vous pouvez reprendre avec beaucoup d'abnégation. Des clips. Non mais vous pouvez reprendre avec beaucoup d'abnégation les paroles du Rassemblement national. Aubry. Je pense, si vous me le permettez, Madame Aubry, au métier de journaliste. Non, mais justement, que nous faisons du journalisme ici. Je pense pas que Pascal Perry ne reprend pas avec beaucoup d'abnégation. Il reprend simplement les propos. Vous reprenez les paroles du Rassemblement national. Il fait son travail de journaliste. Comme un journaliste, vous devez poser les questions, pas reprendre ce que dit le J'ai une question de fond à vous poser, Madame Aubry. J'ai une question de fond à vous poser et j'attends une réponse de fond. Dans un sondage IFOP qui est sorti hier soir pour LCI, à la question suivante posée aux Français, qui est le plus attaché aux valeurs démocratiques, 40% pour le RN, 24% pour LFI. Comment vous expliquez ce gap entre le RN 40% attaché aux valeurs démocratiques et LFI 26%, ça me semble très inquiétant comme sondage. Parce qu'il y a eu une intoxication et pourtant on sait que partout là où l'extrême droite arrive au pouvoir, ils remettent en question les droits fondamentaux. Et je vous le dis aussi en tant que députée européenne, on est finalement une forme d'observatoire en Europe de ce que fait l'extrême droite quand elle arrive au pouvoir. C'est le Premier ministre, Viktor Orban, qui remet en question l'indépendance de la justice. C'est Giorgia Meloni, en Italie, qui remet en question le droit à l'avortement. Je peux vous faire une liste, et elle est très longue, et elle est très inquiétante, et elle est très dangereuse. Les défenseurs de la démocratie, mais aussi de l'unité du pays, c'est bien aujourd'hui le nouveau Front populaire. Vous savez, au premier tour, on a fait l'unité de la gauche. Là, l'enjeu, au second tour, c'est de défendre l'unité du pays qui se retrouverait fracturée si le Rassemblement national l'emporte, parce qu'ils veulent trier les Françaises et les Français en fonction de leur couleur de peau, de leur religion. Pas en même temps, s'il vous plaît, François. Je peux répondre à toutes les questions, mais une par une. Est-ce que, devant la gravité de ce que vous voyez, de ce que vous observez et de ce qui pourrait éventuellement se passer dans le pays, est-ce que vous ne comprenez pas que d'autres partenaires de votre mouvement et d'autres, j'allais dire, adversaires opposants, il n'y ait pas une nécessité de poser sur la table et de faire des compromis? J'ai l'impression pour l'instant que c'est impossible de faire des compromis. Ça a été compliqué pour vous d'avoir un accord avec les socialistes et les écologistes, vous l'avez fini par l'avoir, mais qu'est-ce qui empêche de continuer ce travail, d'aboutir, de dialoguer et de parvenir à des compromis? Parce que le pays, il a besoin de ça en ce moment, des solutions. D'abord, l'accord n'a pas été si difficile que ça. Je sais que c'était le pari d'Emmanuel Macron, qu'on n'arrive pas à s'unir. Et moi, je crois que ce qui unit la gauche est 1000 fois plus fort, 1000 fois plus puissant que ce qui nous divise. Et vous m'avez vu pendant la campagne des élections européennes, déjà sur les plateaux télé, je venais avec mon programme de la NUPES en disant « Moi, c'est ce que je défends, c'est ce qui nous a unis, c'est ce qui aurait dû nous unir pour ces élections européennes. » Et, pardon, mais il y a une partie de moi qui garde le regret qu'on n'ait pas eu la capacité de s'unir pour les élections européennes parce que l'histoire aurait été sans doute différente. Après, je ne fais pas de la politique fiction et je ne fais pas de la politique avec les cibles. Pour la suite, moi, d'abord, je me bats pour dimanche. La question, c'est comment ça va se passer dans les plus de 200 circonscriptions où le nouveau Front populaire est au second tour, où souvent il y a eu des retraits d'autres candidats et on est front contre front. Front populaire contre le Front national. Et dans beaucoup de circonscriptions, on sait que ça va jouer à 50, 100 voix, 150 voix, 200 voix près. Et l'enjeu, c'est qu'il y ait une mobilisation massive. J'ai entendu que vous parliez de la participation juste avant. Pourquoi pas une participation encore plus élevée pour ce second tour, pour qu'il y ait une mobilisation massive du pays, pour dire est-ce que oui ou non, on veut d'un pouvoir qui est raciste, xénophobe et Madame sexiste Aubry, et climato-sceptique. Je poursuis le raisonnement de François Clémenceau à l'instant. Est-ce que ça n'est pas un message porteur pour les électeurs de leur dire, face au péril, ce que vous décrivez comme un péril à l'instant, nous trouverons une voie raisonnable quoi qu'il advienne? Quoi qu'il advienne, nous trouverons une voie raisonnable. C'est un peu le sens de la question de François, qui en plus fait souvent allusion à ce que vous connaissez par cœur ici, c'est-à-dire l'Europe. Je donnais ce chiffre tout à l'heure, 23 des 27 pays de l'Union sont gouvernés par une coalition.
Nous sommes une exception. Et c'est intéressant que vous parliez de l'Europe parce que je vais vous donner un exemple sur comment fonctionne le Parlement européen. Le Parlement européen fonctionne en effet avec une coalition qui est menée par Ursula von der Leyen et par les 3 principaux partis du Parlement européen, que sont la droite, les centristes et le Parti socialiste. Le groupe que je préside au Parlement européen, le groupe de la gauche, refuse de participer à cette coalition parce que nous ne partageons pas l'orientation globale, c'est-à-dire l'austérité budgétaire qui sacrifie nos services publics, les accords de libre-échange, etc. Et donc l'orientation politique, si elle n'est pas la nôtre, nous n'y participons pas. Mais pour autant, ça n'empêche pas de prendre des initiatives politiques, de participer à créer des majorités où les députés de mon groupe vont faire la différence pour obtenir des avancées pour les Européennes et les Européens. Par exemple, une directive sur les travailleurs des plateformes. Donc là, vous ouvrez une porte, Madame Aubry. Non, je dis juste que à chaque fois, avec des projets. mais à Paris comme à Strasbourg et à Bruxelles, à chaque fois qu'un projet de loi ira dans la direction qui est celle qu'on a défendue dans notre campagne politique, Vous le voterez. évidemment que nous le voterons. Et alors, Au Parlement européen, je vote en faveur de beaucoup de textes, mais je ne participe pas à une coalition dont je ne partage pas l'orientation politique. Mais là, il y a un cap qui est assez clair et qui pourrait reprendre dans un cadre morcelé aussi en France. Mais là, il y a la question gouvernementale. C'est-à-dire que la question, c'est quel gouvernement tiendra face au Parlement par le biais de motion de censure ou pas. Quel gouvernement serait aujourd'hui acceptable à vos yeux en sachant, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 200 candidats au second tour, vous en avez eu 30 au premier, la majorité absolue, c'est impossible pour le nouveau Front populaire, on le sait tous ici. C'est quoi le gouvernement acceptable? C'est un gouvernement technique? C'est un gouvernement avec un Premier ministre social-démocrate? C'est quoi la réponse? C'est un gouvernement qui s'organise autour du bloc du nouveau Front populaire. C'est pour ça que la question qui nous est posée, c'est quel bloc est en tête? Si dimanche, le bloc du nouveau Front populaire est en tête, alors on organise autour du nouveau Front populaire, et alors dans ce cas, la question se pose... Probable, il n'est pas en tête, c'est le plus probable quand même qu'il ne soit pas en tête. S'il n'est pas en tête, pardon, mais c'est le Rassemblement national qui est en tête. C'est eux ou nous. Et si le Rassemblement national est en tête, excusez-moi, je ne vais pas créer une majorité autour du Rassemblement national. Pour le coup, j'ai le mérite de la mais ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-majorité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous allier... Je ne vais pas m'allier avec les Républicains, dont je ne partage rien de l'orientation en matière de politique économique, sociale et donc blocage. Mais non, parce que c'est vous qui tenez la attendez, clé. l'élection n'est pas arrivée et vous nous dites le nouveau Front populaire ne peut pas être un bloc qui organise la vie politique. Excusez-moi de faire campagne avec y compris je l'invente pas. Non, c'est pas impossible que le nouveau Front populaire soit le bloc qui soit en tête et en capacité d'organiser autour de lui. S'il est en capacité d'organiser autour de lui, alors nous allons mettre un contrat de législature sur la table autour de ce que je viens de dire, c'est-à-dire rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, augmentation du salaire minimum, abrogation de la réforme des macronistes vous rejoignent, ce qui n'est pas possible. Et s'il y a un accord sur ces points-là, évidemment qu'on sera en capacité de gouverner le pays. Moi, j'ai pas renoncé à gouverner le pays. Mais j'ai pas renoncé non plus à l'ambition et au cap en matière de politique économique et sociale en particulier, parce que je pense que c'est l'urgence du moment. Quand on a des gens qui suffoquent face à l'augmentation des prix, c'est ce à quoi un gouvernement, tel qu'il soit, doit répondre dans les heures, les jours et les semaines à venir. Je laisse de côté, mais techniquement, les revenus ont augmenté plus vite que les prix, en moyenne. Mais est-ce que vous mettrez dans le bloc... On peut discuter par exemple du jet du point d'indice des fonctionnaires quand les prix augmentent. Donc non, le salaire des fonctionnaires, par exemple, de facto a baissé puisque ça n'a pas suivi l'inflation. C'est pas ce que disent les éléments, mais qu'importe. Bon. Est-ce que vous mettrez dans le bloc... Donc on peut en discuter dans le détail, mais... Moi aussi, pendant 40 ans. Et je pense que les gens qui nous écoutent ressentent bien l'augmentation... Non, mais que ce soit ressenti de façon différente, je partage votre avis. Dans ce bloc, vous mettrez M. Corbière, Mme Autain, Mme Simonet, M. Ruffin. Oui. Bien sûr, bien sûr. Parce que tout à l'heure, vous parliez d'un coup d'un soir. Vous savez quand justement... Non, mais quand vous avez dit ce matin qu'il ne veut pas en être. Alors c'est ça qui est compliqué pour les gens à suivre. Non, mais quand vous dites ça... François Ruffin, il se reconnaît du nouveau Front populaire. Non, il n'a pas dit l'inverse ce matin. Et si demain... Non, mais il ne se reconnaît pas dans la LFI. Dans la France insoumise, parce que vous savez qu'il y a eu un acte de rupture qui a été posé et que moi je regrette. Et que moi je regrette. Vous l'avez toujours dit ça, donc il n'y a pas de sujet. Et voilà, et j'ai été cohérente. Et moi, j'ai essayé de travailler à l'unité de ma propre famille politique et à l'unité de la gauche. Je vous l'accorde. C'est pas tous les jours facile. Je vous l'accorde. Et c'est une famille, et dans une famille, dans un repas du dimanche, vous pouvez vous engueuler. Mais votre oncle et votre tante, ça restera votre oncle. C'est un peu et votre tante, donc j'essaie de engueulade. Mais en fait, Madame Aubry, pardon de revenir un peu à ma question initiale, mais ce qui est compliqué à percevoir pour les gens, c'est ce qui peut paraître comme un jusqu'au boutisme. En gros, c'est soit nous,
rien que nous, notre programme et que ce qu'on veut, soit rien du tout. C'est ce que dit M. Bompard hier. C'est ce que vous dites, mais vous l'amendez un peu ce matin. Donc quelle est la voie en fait ? C'est normal que quand on fait de la politique, on fait de la politique pour défendre nos idées. Vous pouvez pas nous enlever ça. Ce serait pas très cohérent. Non, mais je vous oppose un principe de réalité. Non, mais que je fasse campagne pour abroger la réforme des retraites en disant c'est une de mes priorités et puis que j'abandonne cette proposition. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les électeurs ? Ils vont nous dire vous avez trahi. Et la gauche, elle a trahi dans son histoire. On a mis des années à se faire relever la gauche qui a tellement déçu ces dernières années. Qui, pour ma génération, j'ai pas véritablement connu la gauche au pouvoir. Donc, si la gauche doit arriver au pouvoir, elle doit fixer un cap. J'ai bien conscience de la réalité que vous posez sur la table. Du fait que, bien sûr, ce sera compliqué, on n'aura pas la majorité absolue. Et l'objectif, c'est d'avoir une majorité relative. Et c'est pour ça que je me bats. Et aujourd'hui, comme demain, je vais aller voir plusieurs candidats, je vais aller faire campagne et je vais essayer d'aller chercher un à un les électeurs pour leur dire que, en fait, c'est pas une fatalité d'avoir l'extrême droite au pouvoir. C'est encore possible. Il y a encore un chemin qui est ouvert. On peut se revoir la semaine prochaine. On fera le bilan du rapport de force exact. Et moi, je continuerai à œuvrer à l'unité de la famille politique de gauche pour essayer de nous retrouver autour de ce programme. Et j'espère changer la vie des gens. Oui, vous reviendrez nous voir, Madame Aubry, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.